Bonjour à tous. Ce webinaire qui porte sur le micro-programme concernant l'accompagnement des cours à distance. Donc, le déroulement du webinaire va se passer de la même façon que le webinaire précédent portant sur la diffusion. Donc, on est actuellement dans le petit mot de bienvenue avec une pause publicitaire à suivre, présentation de l'équipe. Nous aborderons quelques notions fondamentales concernant le rôle de l'enseignant en formation à distance, la distance transactionnelle, les interactions, et puis également donc d'autres notions plus pratiques en termes d'accompagnement. Et puis, il y aura évidemment des temps de questions en milieu et en fin de présentation. Donc, pour la pause publicitaire, je vais vous rappeler qu'il y aura un prochain webinaire sur l'évaluation des apprentissages à distance qui aura lieu le 3 septembre à 12h30 et qui sera animé par d'autres collègues, notamment Serge Gérard-Lajoie qui est ici en fantôme aujourd'hui. Donc, évidemment, lorsque vous appréciez ces présentations, ces webinaires, n'hésitez pas à les partager à vos collègues auxquels vous pensez que ça puisse être utile, dans la mesure où il est possible non seulement de les suivre en direct comme vous le faites actuellement, mais également par la suite, en ligne, on les met à disposition sur le site de la formation. N'hésitez donc pas. Donc, aujourd'hui, c'est Caroline Brassard, qui est donc professeure à l'Université TÉLUQ et moi-même, également professeure à l'Université TÉLUQ, qui allons animer ce webinaire. Nous avons également la participation de Claude Potvin qui va vous expliquer comment gérer les questions. Donc, je te laisse, Claude. Oui, alors, bonjour tout le monde. En fait, j'ai trois petites choses à vous dire. J'ai agi comme modérateur aujourd'hui pour ce webinaire. L'idée, en fait, c'est pour faciliter la pose des questions et leurs réponses. Évidemment, on vous demande d'utiliser le module questions-réponses là, ou question and answers qui est au bas de votre écran pour poser les questions. N'utilisez pas le chat pour ce faire parce que, évidemment, il y a beaucoup de monde et tout ça, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver. Alors, utilisez le module questions et réponses. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. Autres informations générales, évidemment, tout le monde se pose la question, est-ce que la présentation va être accessible par la suite? Oui, elle sera accessible. Alors, le PDF de la présentation et l'enregistrement de la présentation seront accessibles d'ici quelques jours. C'est accessible sur la page d'inscription au webinaire. Je vous renvoie à nouveau l'adresse générale dans le chat. Alors, oui, ça sera accessible donc d'ici quelques jours. Autre question qui est souvent posée, c'est par rapport à la présence au séminaire. Plusieurs personnes ont demandé d'avoir une attestation d'assistance à l'effet qu'ils ont assisté donc au webinaire. Alors, ça se fait. À partir du moment où vous avez été présent pendant 60 minutes au webinaire, vous allez recevoir automatiquement par courriel une attestation à ce webinaire. Donc, la preuve que vous avez assisté à cette formation d'aujourd'hui. Alors voilà, je vous laisse la parole à Katia et Caroline. Merci. Merci Claude. Donc, toutes les précisions ont été données, donc pensez bien à écrire vos questions dans les questions-réponses. Le chat, c'est plutôt si vous avez des discussions entre vous ou autres, mais voilà. Donc, nous allons commencer cette première partie avec quelques notions fondamentales, va-t-on dire, mais évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres. Et on va tout d'abord s'intéresser au rôle de l'enseignant en formation à distance. Alors, on commence par une petite question, histoire de vous mettre dans le bain. Selon vous, quel rôle joue l'enseignant en formation à distance? Est-ce que c'est davantage un transmetteur de savoir, un organisateur d'activités, un tuteur facilitateur, un dépanneur informatique ou un bureau des lamentations? Donc, on va vous laisser répondre. Jimmy, peux-tu nous afficher les réponses? Merci.
Donc, on a une grande majorité d'entre vous qui proposait un tuteur facilitateur. C'est effectivement la meilleure réponse, entre guillemets. Évidemment, il y a quand même toujours à transmettre des savoirs, à organiser des activités. On a parfois un rôle de dépanneur informatique qui vient avec. Et puis, effectivement, il y a souvent des plaintes des étudiants qui peuvent également nous parvenir. Mais disons que le centre du travail de l'enseignant dans ce cadre-là est bel et bien d'être un tuteur facilitateur. En ce sens, en formation à distance, on a quand même un rôle qui est différent de celui qu'on a en classe. En classe, on est beaucoup sur la transmission des savoirs, même s'il est évident qu'on va faciliter leur apprentissage. On a souvent cette image en tête d'un homme orchestre, c'est pour ça que je vous l'ai mise là, c'est-à-dire qu'à la fois, bien oui, on crée le cours quand on est en classe, mais en même temps, on le transmet, et puis derrière nous, on est en même temps qu'on écrit au tableau ou qu'on présente un diaporama ou peu importe, on est en train de faire plusieurs choses en même temps et du coup de devoir comme ça jouer de divers instruments simultanément lorsqu'on est en classe, tandis que lorsqu'on est à distance, c'est quelque peu différent. J'aurais tendance à proposer l'image du chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va devoir concevoir notre cours. Là, je vous présente par exemple la feuille de route que j'ai dans un de mes cours qui concerne la sociologie de l'éducation, où l'étudiant voit bien ce qu'il a à faire, ça lui est présenté, il va pouvoir accéder au contenu, etc. Et donc, on va lui dire, bien là, en tant que chef d'orchestre, on va lui dire, telle semaine, tu dois faire telle chose, tel jour, tu dois faire telle chose, à tel moment, il y a telle activité, mais on n'est pas en train de tout faire en même temps. Il y a vraiment un moment de conception, un moment où on met les choses en ligne, pour rappeler un petit peu les webinaires précédents, et puis un autre moment où on est là pour accompagner, pour guider dans toutes les ressources qu'on a mis à disposition, pour animer éventuellement des webinaires, des visioconférences ou des classes virtuelles, peu importe. Mais les choses se font dans des moments un petit peu différents où on essaie surtout d'accompagner l'étudiant un petit peu comme en le prenant par la main selon son besoin pour l'aider à cheminer dans un parcours à distance. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire en classe habituellement. Donc, voici ainsi les termes qu'on retrouve le plus souvent, comme vous voyez. Le terme d'enseignement est très peu employé lorsqu'il s'agit de formation à distance. On retrouve davantage le terme de tutorat, qui est très fréquent. Parfois également celui d'accompagnement, ça revient au même dans l'idée de la formation à distance, c'est vraiment l'idée d'aider l'étudiant. Par exemple, on a notre directeur de l'enseignement et de la recherche hier qui nous a envoyé un petit message en nous mentionnant une citation indiquant qu'il ne s'agit pas de remplir les étudiants comme des tonneaux, mais plutôt d'allumer la flamme. Effectivement, quand on est à distance, on est vraiment dans cette notion où on va chercher à créer l'intérêt de l'étudiant, chercher à le faire cheminer et vraiment pas à faire de la transmission de savoir uniquement. Et puis, il y a également les notions de support puis d'encadrement qui sont utilisées au Québec. Donc, je le dis pour tous les Québécois qui sont là, quand on parle de tutorat, d'accompagnement, ça revient vraiment à ces notions-là de support et d'encadrement, mais qui sont spécifiques au Québec. Mais en France ou dans d'autres pays, on n'emploiera pas ces termes-là. Il y a également parfois des termes qui arrivent plus du milieu de l'industrie ou des organisations comme ceux de coaching, de mentorat, d'intervention, qui peuvent très bien être utilisés dans des dispositifs de formation à distance, mais c'est pas au milieu universitaire. Donc, deuxième notion, celle de distance transactionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est, à votre avis, que cette notion de distance transactionnelle? On vous pose une question, est-ce que c'est le nombre de monétaires? Est-ce que c'est l'écart à respecter entre les étudiants en période de pandémie? Est-ce que ce sont les divergences qui séparent deux personnes qui doivent collaborer en formation à distance? Est-ce que c'est la zone d'incompréhension potentielle entre deux personnes de cultures différentes ou bien le rapport entre la structure et le dialogue dans un cours en formation à distance? Je vous laisse répondre.
Jimmy, peux-tu nous afficher les réponses? Merci. Donc, le rapport entre la structure et le dialogue dans un cours en formation à distance, disent la majorité, c'est effectivement ça. Donc, sans doute que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette notion ou alors ils ont compris un petit peu l'intérêt qui était derrière. Là, il n'y a pour le coup qu'une bonne réponse. Et puis, on sait tous que l'écart à respecter entre les étudiants s'appelle plutôt la distance sociale actuellement. On en entend tellement parler. Donc, juste pour expliquer ou réexpliquer la notion de distance transactionnelle, eh bien, c'est une notion qui existe depuis bon nombre d'années. Elle avait été avancée par Michael Moore. Donc, l'idée est qu'il y a d'une part la structure du cours. La structure, ça correspond à tout ce qui est en ligne, à tout ce qu'on a mis en ligne, c'est-à-dire les objectifs, les activités, tout ce qu'on donne qui structure le cours, à savoir tout ce que vous avez vu dans le microprogramme sur l'adaptation ou la conception pédagogique. Et celui sur la diffusion, donc tout ce qu'on présente dans le cours qui va déterminer le calendrier, la façon de faire. Et puis, d'autre part, donc, on a le dialogue qui correspond à quelque part toutes les interactions, comment dire, tous les échanges entre les étudiants et les enseignants, ou bien entre les étudiants entre eux. Et donc, l'idée est que, quelque part, moins il y a de dialogue, plus la distance transactionnelle, la transaction étant considérée comme les interactions, est grande. Donc, on a cette idée-là. Donc, ça peut varier d'un cours à l'autre ou d'un programme à l'autre. Parfois, il y a une structure qui est plus forte, moins de dialogue, ou à l'inverse, une structure un petit peu plus faible, puis on est plus sur le dialogue. Il y a par exemple eu beaucoup de choses comme ça où avec moins de structure puis plus de dialogue au début de la pandémie, on arrive, on sait pas trop comment faire, on va au moins essayer de maintenir un petit peu de dialogue avec nos étudiants. Est-ce qu'il y a un système qui est mieux que l'autre? Pas forcément, ça dépend vraiment des étudiants qu'on a. On va pas dire il faut à tout prix beaucoup de dialogue, peu de structure ou l'inverse. L'idée, c'est souvent de faire des choses un petit peu équilibrées, mais en réalité, ça dépend surtout des besoins de nos étudiants. Pourquoi? Eh bien, parce que de tout ça, tout ça est lié également au niveau d'autonomie, c'est-à-dire que plus la structure est forte et moins il y a de dialogue, plus on demande à l'étudiant d'être autonome. Par exemple, les étudiants que nous avons à la TELUC sont des adultes, on peut leur produire des cours très structurés qui vont être dits autoportants parce qu'on sait que normalement, à cet âge-là, puis ceux qui s'inscrivent en formation à distance ont une certaine autonomie. Malgré tout, il y a toujours de l'accompagnement, etc. On sait bien que l'autonomie n'est pas le lot de tous, mais il est évident qu'on ne pourrait pas proposer des cours comme ça, par exemple, à des enfants d'école primaire. Ils seraient incapables de cheminer là-dedans parce que leur autonomie est beaucoup plus faible et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de dialogue. C'est d'ailleurs pourquoi on va généralement recommander des cours synchrones avec des élèves plus jeunes, plutôt que des cours asynchrones où ils ont tout à disposition, mais plus de mal à cheminer par eux-mêmes. Donc, juste pour revenir un petit peu sur ce paradoxe de l'autonomie, on sait très bien qu'il faut être autonome pour faire la formation à distance, mais forcément, Caroline, est-ce que tu veux préciser quelques petits éléments? Oui, en fait, cette idée de paradoxe de l'autonomie, comme Katia l'a indiqué, c'est qu'effectivement, on s'attend à ce que nos étudiants soient autonomes en formation à distance un minimum. Puis comme on l'a dit, dépendamment de la distance transactionnelle, on va avoir plus ou moins d'autonomie qui est nécessaire. En même temps, la formation à distance doit aider à développer l'autonomie. Donc, il faut pouvoir être présent, soutenir l'étudiant, l'aider dans son autonomie, tout en le laissant faire des choses. Et c'est pas parce que l'étudiant nous semble autonome, c'est-à-dire qu'on n'en entend pas parler, qu'il pose pas de questions, tout ça, qu'il peut pas se retrouver isolé. Et ça, même involontairement. Il y a des fois des étudiants qui se croient très autonomes, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de poser de questions, qui n'ont pas besoin de relancer, et à un moment donné, se retrouvent un peu comme notre petit bonhomme en bas à droite, pris sur son île déserte, en ayant exigé trop d'autonomie, on se retrouve perdu et là, on n'a plus de clé. D'où l'importance d'avoir cette espèce d'aller-retour entre laisser les étudiants autonomes, mais à l'occasion, relancer, valider si tous les étudiants sont bien, puis sont corrects et sont capables de continuer de cheminer.
Donc, si le degré d'autonomie est correct. On peut également valider ce besoin d'autonomie-là quand c'est possible en début de parcours, par exemple dans des premiers contacts de démarrage ou lors d'activités d'accueil, pour valider quels pourraient être les besoins de certains étudiants. Il y a des étudiants qui se connaissent très bien, qui vont dire bon, ben, si vous n'entendez plus parler de moi, il y a peut-être quelque chose, envoyez-moi un petit signe. Donc, pour favoriser l'autonomie, tout en continuant d'être présent, ben, on doit rendre conscient l'étudiant de cette nécessité d'autonomie-là, de ce besoin, mais également du besoin à l'occasion de demander de l'aide. De lui donner des beaux outils. Katia l'a précisé tout à l'heure, plus vous allez mettre d'éléments dans votre cours, plus vous allez donner de consignes à l'écrit à l'intérieur du matériel, plus vous allez expliquer à l'étudiant qu'est-ce qu'il doit faire, avec quoi il doit travailler, plus l'étudiant va pouvoir être autonome. Donc, en fait, plus vous allez en fournir à l'étudiant, plus il va pouvoir réaliser son autonomie. Évidemment, toujours rester disponible, mais en même temps, lui laisser de l'espace et laisser aussi à l'apprenant donner du sens à son projet. On s'en rend compte souvent, entre autres avec les étudiants qu'on a à la TELUC, qui sont des étudiants souvent qui reviennent aux études. Ils ont un projet en tête et c'est ce qui va devenir le moteur. Donc, c'est important pour vos étudiants, que ce soit au collège ou à l'université, de leur donner l'occasion de se rappeler qu'est-ce qui les motive, il faut faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'engager et miser là-dessus pour les aider à devenir de plus en plus autonomes. Merci Caroline. Donc, troisième point concernant les interactions. Avec une petite question à nouveau, quelle forme d'interaction vous semble la plus importante en formation à distance? Est-ce que ce sont les interactions entre l'étudiant et le savoir, entre l'étudiant et l'enseignant, de l'étudiant avec lui-même, entre étudiants finalement, et puis entre étudiants et technologie? Jimmy, peut-on avoir les réponses? Merci. Donc, les interactions entre étudiants et enseignants, c'est ce que vous choisissez en majorité. Certains étudiants avec le savoir, étudiants avec lui-même, étudiants entre eux, puis étudiants en technologie. Effectivement, c'est toutes des formes d'interaction qui existent. Après, quand on parle d'interaction de l'étudiant avec lui-même, ça c'est un petit peu, quelque chose que j'ai écrit pour la question, mais dans ces cadres-là, on va plutôt parler de posture réflexive. Cela dit, c'est très important cette posture réflexive et vous avez bien raison. C'est l'interaction entre étudiants et enseignants qui est sans doute la plus importante, même si toutes les autres sont également importantes. Mais disons que celle qui est la plus importante, au moins pour la plupart des étudiants, là, je vous présente les résultats d'une recherche doctorale qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Clément Dussart et qui a utilisé en France et au Québec les dispositifs universitaires. Et il a demandé finalement aux étudiants quelles étaient leurs attentes et en cas de difficulté en formation à distance, etc., vers qui ils allaient se diriger, de qui ils attendaient un soutien. Et la majorité ont répondu que c'était envers les enseignants. Ils attendent des enseignants des interactions, puis des communications régulières et puis de qualité. Il y en a un certain nombre, là 25%, qu'il a appelé intégrés, dans le sens où ils vont attendre des échanges aussi bien avec les enseignants qu'avec leurs pairs, mais également fréquentes de qualité. Il y a des personnes qu'il a appelées isolées, en ce sens qu'ils se disent, bien, moi ça va aller, je suis autonome, comme disait Caroline tout à l'heure. Il y en a qui se disent, ben, moi je suis capable de faire tout seul, donc je vais me débrouiller. Et puis, il y en a d'autres qui sont appelés compensateurs, en ce sens où initialement, dans son premier schéma, il les appelle également des exclusifs, et des exclusifs avec les pairs, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont faire des échanges qu'avec leurs pairs. Et en réalité, ce qu'il se passe, c'est quand ils voient qu'ils n'ont pas assez d'échanges de
dans d'autres cas, ils se mettent également à avoir des échanges avec les pairs, d'où le terme de compensateur. La différence entre attente et puis vécu qui est assez intéressante, comme vous voyez, ceux qui attendent beaucoup d'échanges avec les enseignants, à la base 52%, le cas de 52%, finalement, lorsqu'ils vivent leur formation à distance, il n'y en a que 32% qui ont ces échanges attendus avec leurs enseignants. Et donc, on a une partie, on le voit, qui finalement vont avoir des échanges avec les pairs pour compenser ce manque d'échanges. Et certains étudiants qui, à la base, pensaient pouvoir être très autonomes et travailler de façon isolée vont également chercher finalement à avoir des échanges avec leurs pairs pour compenser quelque peu. Donc, on voit que les attentes du côté de l'accompagnement des enseignants sont très, très fortes. Et c'est là que vous avez un rôle vraiment très important à jouer. Donc, vous le savez bien en tant qu'enseignant, mais des fois, ça peut être pertinent de le rappeler, de dire même si on leur met plein de choses à disposition, puis qu'a priori, ils ont tout pour pouvoir bien cheminer, on reste extrêmement important. C'est quelque chose qu'il convient toujours de souligner. Là, je me rappelle très bien au début des années 2000, toute cette vague et ces frayeurs venant du e-learning, on va pouvoir remplacer les enseignants parce que tout va être en ligne, etc. Ce n'est pas vrai. Là, on ne peut pas remplacer les enseignants. On a un rôle extrêmement important à jouer et les étudiants l'attendent de nous. Le fait est que lorsque les étudiants sont bien encadrés, bien accompagnés, ils abandonnent beaucoup moins que lorsqu'ils sont isolés ou lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Et même s'ils cherchent à compenser avec les pairs, on voit que le taux d'abandon est plus fort. C'est ce que met en avant cette recherche. Après, c'est sûr que c'est sur un groupe limité, mais elle semble quand même tout à fait révélatrice des attentes, des besoins des étudiants et de cette nécessité d'accompagnement pour éviter le découragement, pour éviter l'abandon. Donc, tout ça est vraiment très, très important. Donc, en termes d'interaction, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, vous avez tous normalement lu et puis vous êtes approprié ce qu'on propose dans le micro-programme sur l'accompagnement. Donc, on met bien en avant l'importance de l'écoute que je tiens ici quand même à rappeler. L'importance de l'écoute, pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qui va permettre d'identifier quels sont les besoins des étudiants. Le nombre d'étudiants qui vont dire « Ah, ben, je n'y arrive pas », oui, je n'y arrive pas, mais ça ne nous dit rien quand on est un étudiant, on nous dit « Je n'y arrive pas ». Donc, il va falloir creuser, il va falloir chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y arrive pas parce que réellement, il n'a pas compris la notion fondamentale qui est appliquée dans l'exercice? Est-ce qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas compris comment on réalise comment on réalise ce problème, comment on réalise cet exercice? Est-ce qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à se connecter, à avoir accès aux ressources dont il a besoin? Est-ce qu'il n'y arrive pas parce que on lui demande de faire une dissertation puis il n'a jamais aimé ça, donc il bloque d'emblée parce que pour lui rien que l'idée de devoir écrire plusieurs pages, ça l'effraie. Tout ça est important à prendre en compte et c'est ce qu'on présente donc dans le micro-programme. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque vous y avez tous accès avec les fameux plans de soutien à l'apprentissage, que ce soit au niveau cognitif, méthodologique, technologique, motivation, etc. Il est très, très important de savoir écouter son étudiant, de comprendre où est le problème pour pouvoir intervenir de la manière la plus pertinente possible. Et on a donc des conseils qui sont formulés en ce sens dans le micro-programme et sur lesquels on peut revenir au moment des échanges si vous le souhaitez. Par ailleurs, donc, il convient pour favoriser ces interactions de créer de la présence. Donc, créer de la présence, on peut le faire par différents moyens, mais tout d'abord, la première chose à laquelle on pense, c'est le contact de démarrage, ce qu'on a appelé aussi dans le micro-programme une activité brise-glace, des choses comme ça, qui permettent d'emblée de dire, bien, on va se connaître. Pour l'instant, vous avez souvent des étudiants avec lesquels vous avez déjà eu affaire en présence, mais là, à la rentrée, par exemple, on ne sait pas forcément toujours bien comment ça va se passer. Vous aurez peut-être des étudiants que vous ne connaissez pas. Ce contact de démarrage, les activités brise-glace vont être très importantes. Pour créer de la présence, on peut également profiter d'activités synchrones, échanger par courriel, par chat, par forum, peu importe, tout ce qui permet de dire, bien, on est là. Vous n'êtes pas tout seul en tant qu'étudiant. Et je vous avouerai qu'en tant qu'enseignant, on est aussi bien content parfois de se sentir entouré de nos étudiants, même si on est un petit peu coincé chez nous. Il y a également l'idée de créer de l'intérêt. Et oui, il faut créer de l'intérêt parce que là, il n'y a pas forcément d'horaire, de cours, etc. L'étudiant n'est pas forcément toujours contraint d'assister à une visioconférence ou d'aller suivre son cours en ligne. Donc, il faut chercher encore plus que jamais, là en classe c'est déjà important, mais là encore plus,
à l'intéresser, à faire en sorte qu'il ait envie de suivre ses apprentissages. Donc, on peut le faire par différents biais. Là, je vous parle de proposer de temps en temps une petite anecdote, des questionnements, des interpellations, tout ce qui peut favoriser l'accroche de l'étudiant. Là, par exemple, dans le webinaire, on essaie de vous mettre des petites questions d'interpellation pour qu'à un moment donné, bien, vous soyez amené à réfléchir avant même qu'on vous propose des notions. Ça favorise normalement un petit peu votre intérêt et puis il y aurait bien d'autres choses à faire si on se revoyait sur plusieurs séances. On a également donc l'idée de créer du dialogue. Donc, créer le dialogue, c'est comment? Eh bien, c'est d'essayer de proposer des activités qui appliquent, par exemple, un travail collaboratif. On pourrait aussi créer du dialogue d'une autre manière, par exemple, lors d'une séance de cours, plutôt qu'être celui en tant que professeur qui propose de présenter une notion ou un contenu, on pourrait aussi demander aux étudiants de le faire. Je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé en tant qu'étudiant, des fois, d'avoir un professeur qui vous dise « Ah bien, tiens, telle notion du cours, est-ce que tu pourrais la présenter ?» Ça peut aussi être intéressant et puis après, on laisse un moment pour le dialogue. De toute façon, que ce soit vous ou un étudiant qui le présente, il faut toujours essayer de laisser ce temps-là pour le dialogue et ne pas être trop dans la transmission qui peut finalement être un petit peu ennuyeuse au bout d'un moment. Donc, ce qu'on peut proposer dans ces cadres-là, bien, c'est d'essayer de favoriser dans tous les cas la proximité. Quand on veut créer de la présence, créer de l'intérêt, c'est essayer de créer de la proximité. Et puis, quand on veut créer de l'intérêt et du dialogue, c'est de proposer des activités stimulantes. Donc, on va revenir sur ces notions de proximité puis d'activités stimulantes. Donc, Caroline, est-ce que tu veux aller un petit peu de l'avant avec cette idée de proximité? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est proposé ici, c'est plusieurs gestes simples qui peuvent générer la proximité avec vos étudiants. Évidemment, ça va toujours dépendre du contexte. Est-ce que vous travaillez avec des très grands groupes, avec des grands groupes? Est-ce que vous avez la possibilité de fonctionner une partie en présence? Mais ce sont des gestes qui peuvent générer cette proximité-là. Donc, être proactif, aller au-delà des demandes, relancer les étudiants, même s'ils n'ont pas signifié un besoin, peut créer la proximité, fournir des outils, des fiches techniques, des méthodologiques, donc de créer cette espèce de présence par la possibilité d'avoir certains des outils. Exploiter le synchrone à l'occasion, surtout, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on a besoin de dialogue, d'être en contact, le synchrone permet une spontanéité qui est intéressante. Par exemple, pour s'approprier du contenu, à ce moment-là, on peut y aller davantage dans l'asynchrone parce que là, ce besoin-là est moins important. Laisser à la fois l'étudiant certains choix, mais le guider pour réaliser ces activités-là, permettre l'encadrement par les pairs, la collaboration, on l'a évoqué tout à l'heure. Ouvrir également la porte aux autres intervenants. On a cette habitude-là sur campus. Il y a tout un système qui est autour de l'étudiant qui touche peu à ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Cependant, lorsqu'on est à distance, puis cette année, pour plusieurs d'entre vous, peut-être que vous aurez à découvrir de nouveaux étudiants complètement à distance. Ouvrez la porte aux différents services. On va parler un petit peu plus tard de comment aider à apprendre, comment développer des bonnes méthodologies. Les gens des services aux étudiants ont souvent des ateliers, tout ça, qui peuvent s'intégrer à l'intérieur de votre enseignement. Utiliser un carnet de bord, un outil de suivi, un journal de bord, ce sont également des choses qui peuvent générer la proximité. Je n'ai pas nommé toutes celles qui sont indiquées là, mais vous pourrez y retourner puis regarder. Mais l'idée, c'est vraiment par différentes actions volontaires, parce qu'on n'a pas cette interaction-là habituelle comme on a l'habitude de le faire en classe, bien, ça va générer de la proximité. L'étudiant va sentir votre présence puis la présence des autres là, tout au long de son parcours. On a également l'idée de proposer des activités stimulantes. Donc là, je vous ai mis le lien vers le site où j'ai pris cette petite copie d'écran qui me semble intéressante en termes d'activités, puisqu'on voit qu'il y a des activités qui sont plus individuelles, d'autres plus collaboratives. Et puis, on peut essayer de jongler dans tout ça. L'idée, évidemment, pour favoriser la présence, favoriser la stimulation, c'est de varier les activités et puis d'avoir des activités qui sont, qui permettent réellement la collaboration, c'est-à-dire
pas de dire vous allez faire ça de façon collaborative alors qu'ils pourraient très bien le faire tout seuls. L'idée, c'est de proposer par exemple des projets assez complexes pour qu'ils ressentent la nécessité de devoir réellement collaborer avec leurs camarades, sinon ils n'y arriveront pas tout seuls. C'est ça tout l'intérêt finalement, ou de proposer des débats et discussions. On ne va pas débattre soi-même, on peut le faire. Là, quand on est philosophe, on le fait très bien, mais c'est bien plus stimulant quand on débat avec quelqu'un d'autre. Toi, tu avances un argument, oui, moi j'en avance un autre. Donc, essayer de proposer différentes activités, des challenges par groupe aussi. Ça peut être intéressant de proposer comme ça des défis. Et puis, ces défis doivent être différents entre les différents groupes, par exemple. Et puis, on peut aussi mettre les groupes en compétition entre eux. Évidemment, une compétition saine, comme dans le sport. Mais ça peut créer une certaine stimulation, une petite envie de gagner, de proposer également des activités d'écriture collaborative, qui évidemment implique de leur proposer des moyens de réaliser ça. Vous leur proposer des outils d'écriture collaborative en ligne, etc. Mais tout ça est intéressant. Dans le microprogramme, on vous propose également de mettre en avant une vitrine, c'est-à-dire de mettre en avant leur travail. Par exemple, vous publiez un article sur le site web de l'école, comme ça tout le monde va pouvoir le voir, etc. Ce genre de choses peut également être assez stimulant pour les étudiants. Donc, voici différentes façons que nous avons vues pour essayer de favoriser ces interactions qui sont très importantes, donc, comme on l'a dit, entre l'enseignant et l'étudiant, mais également entre les étudiants entre eux. L'idée étant toujours de favoriser ce sentiment de présence, ce sentiment de proximité pour que les étudiants cheminent le mieux possible dans leurs apprentissages. Donc, on va ouvrir la porte aux questions, si vous le voulez bien. Claude, est-ce que nous avons des questions? Parce que tant que je partage comme ça, je ne les vois pas. On en a effectivement beaucoup. On en a pour le moment 11. Alors, on va faire ce qu'on peut dans les 10-15 prochaines minutes. Alors, la première, et là, je vais vous laisser le soin de déterminer qui va répondre à la question parce que vous faites une présentation conjointe. Alors, quel type d'interaction, une question de Madame de Mouna Ouazani Taibi, quel type d'interaction favoriser en enseignement à distance, notamment dans une perspective collaborative? Quel type d'interaction? Oui, quel type d'interaction favoriser en FAD dans une perspective collaborative? Si c'est une perspective collaborative, ce sont des interactions entre pairs qu'il faut favoriser, évidemment. L'idée, ça peut être de créer des groupes parce qu'on sait bien que dans une classe entière, en général, on va avoir trop d'étudiants pour réellement permettre une collaboration. Quand on parle de collaboration, on est bien dans l'idée de construire quelque chose ensemble, par opposition à la coopération qui est chacun fait son morceau puis on les met ensemble. Donc, l'idée, ça va être de créer des petits groupes. On peut penser à des regroupements, peut-être de 3, j'aurais tendance à dire à 5-6 maximum, étudiants qui vont travailler ensemble avec une activité stimulante du genre de celle qu'on a vue. Et puis, c'est ça va être d'essayer de les faire travailler ensemble sur un projet bien précis et pour autant, ça, je pense que c'est important, puis je ne l'ai pas dit, mais quand on fait travailler les étudiants ensemble, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'enseignant, on est dehors, puis on n'existe plus, puis ils vont faire leur travail de leur côté. Non. Il convient toujours de les suivre, de les encourager, de voir, est-ce que vous êtes déterminé à un projet? Oui. Est-ce que vous avez un vocabulaire commun? Est-ce que vous avez la même façon de voir les choses? Est-ce que vous avez une méthodologie? Est-ce que vous avez un calendrier? Il faut les guider tout au long de ce projet collaboratif pour qu'ils réussissent à cheminer jusqu'à rendre le travail attendu. Donc, tout ça est vraiment important. Donc, on a des interactions aussi bien entre pairs que entre pairs, c'est-à-dire entre le groupe, si vous voulez, et l'enseignant, qui vont être très, très importantes pour favoriser ce travail collaboratif. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Katia. On va essayer je vais vous demander d'essayer de faire des réponses en 1 minute, peut-être pour qu'on puisse en passer plus d'une. C'est une question de Martin Mangelink. Quels sont vos meilleurs trucs et astuces afin d'éviter le découragement chez l'élève? Grosse question, ça. Grosse question, bien justement, parmi les meilleurs trucs et astuces, il y a ces interactions qui sont régulières, qui se font aussi bien avec l'enseignant qu'avec les pairs. Il y a également tout ce qui est rétroaction,
Ça, c'est très important quand les étudiants posent des questions ou quand ils rendent des devoirs, rétroagir assez rapidement, ne pas dire je vais corriger votre devoir quand j'aurai le temps parce que dans 2 semaines, l'étudiant il se rappellera même plus ce qu'il avait écrit, puis entre-temps, il aura un petit peu baissé les bras pour le travail suivant. Donc, c'est important de rétroagir rapidement et de rétroagir en encourageant. Par exemple, on a des travaux qui peuvent être parfois mauvais, on le sait bien, on en a tous eu, mais plutôt que de mettre l'accent sur ce qui a été mauvais, dire bon, il y a des choses à améliorer, mais on peut prendre en compte que telle et telle chose a été bien faite, que telle chose serait à approfondir. Vous pouvez d'ailleurs le développer en vous inspirant d'eux, etc. Donc, essayez de montrer toujours qu'il y a du bon, qu'il y a des choses intéressantes et s'appuyer là-dessus pour encourager l'étudiant à aller plus loin, alors que si on met l'accent que sur ce qui ne va pas, évidemment, il va se décourager. Merci. Une question de M. Agbotro. L'accompagnement consiste à développer différentes formes de proximité avec les étudiants. Quelles sont les conséquences négatives de cette proximité et son impact sur l'apprentissage de l'étudiant, voire même de l'enseignant? Caroline, veux-tu y répondre? Caroline est auteure d'un article justement sur la proximité. C'est pour ça que je la laisse en avant-plan pour cet aspect. En fait, le seul élément négatif que je verrais à cette proximité, c'est si la proximité forcée de la part de l'enseignant est trop grande, puis met en péril l'autonomie de l'étudiant. Donc, à ce moment-là, si on n'arrive pas à trouver la bonne zone entre laisser l'étudiant cheminer et être disponible pour l'accompagner, à ce moment-là, il pourrait y avoir des impacts négatifs pour la proximité. Cependant, si on négocie cet espace-là, puis on arrive à trouver le bon dosage, puis on peut le demander de façon explicite à l'étudiant. Est-ce que tu souhaites être relancé à toutes les semaines? Est-ce que tu souhaites m'indiquer au besoin? Est-ce qu'il y a un moment où on devrait échanger? À ce moment-là, la proximité va être davantage soutenante que dérangeante pour l'étudiant. Oui, merci. La prochaine question est de André Onana. Comment procéder quand on a un groupe avec des besoins en termes d'autonomie très différents? Ça, c'est une bonne question. Il y a souvent des questions qui se posent en termes justement d'autonomie, de formation des groupes. Est-ce qu'on crée des groupes plutôt homogènes, plutôt des groupes hétérogènes, etc. Puis finalement, chacun a leurs avantages. Les groupes hétérogènes vont plus s'apporter de choses entre eux, mais vont être plus difficiles à faire fonctionner que des groupes homogènes. Donc, on a souvent des questions comme ça. Pour l'autonomie, évidemment, ça va impliquer un grand travail du professeur. S'ils ont des degrés d'autonomie différents, il va falloir que vous interveniez davantage dans ce groupe pour favoriser quand même la bonne marche de l'ensemble. Est-ce que Caroline, tu voudrais préciser des choses? Oui, en fait, une façon de pallier à cette différence-là, on va le voir dans quelques minutes, c'est justement de pouvoir fournir à l'intérieur même du cours des outils qui vont favoriser l'autonomie puis qui vont soutenir l'autonomie chez l'étudiant. Donc, on n'aura pas, comme enseignant, à porter tout ça sur nos épaules si c'est déjà présent dans le cours. Une autre façon pourrait être également de se faire une espèce de feuille de route ou de feuille de contrôle ou de tableau de contrôle pour essayer d'identifier puis faire ces catégories-là d'étudiants, les regrouper selon leur degré d'autonomie. Probablement que rapidement, dans les premières semaines, vous allez identifier ceux qui vous semblent manquer d'autonomie versus ceux qui semblent à l'aise. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir des interventions ciblées par groupe, les groupes rouges, les groupes verts, les groupes jaunes. Donc, les identifier. Puis ça vous permettrait de faire une intervention qui est adaptée sans nécessairement faire une intervention qui est individualisée, surtout si vous avez 50, 60, 70 étudiants par groupe à accompagner. Merci, Caroline. Une autre question de Béatrice Passot. La prise d'autonomie passe par le apprendre à apprendre. Donnez-vous des éléments dans ce sens? Avez-vous des trucs? Pour le apprendre à apprendre, bien c'est sûr qu'il y a différentes choses qui existent. Vous pouvez regarder notamment dans le micro-programme, je vous ai mis le lien vers un livre qu'on peut avoir en PDF qui donne plein d'outils pour les étudiants que vous pouvez donc recommander à vos étudiants sur le apprendre à apprendre, sur la posture réflexive. Il y a notamment une chose qu'on fait beaucoup, par exemple, à l'Université TÉLUC, puis qui aide beaucoup nos étudiants, c'est tout ce qui est journal de bord.
où on leur demande dès le début de réfléchir quels sont leurs objectifs dans le cours, comment ils l'appréhendent, leur représentation, des choses comme ça, qui peuvent d'emblée les aider à voir où ils en sont au départ. Et puis à la fin, souvent, il y a comme un deuxième volet où on leur demande bien comment ils ont cheminé, comment ils ont vécu la réalisation des travaux, le passage dans les différents modules du cours, etc. Et donc tout ça, ça leur permet également de développer finalement une posture réflexive, de voir comment ils apprennent et comment ils pourraient mieux apprendre lorsqu'ils vont se dire « Ah, j'ai fait telle démarche, ça n'a pas donné, j'ai fait telle autre démarche, ça a mieux fonctionné ». Ça les aide à voir eux-mêmes quelles sont les manières les plus efficaces pour eux d'apprendre, puisque ça peut varier d'un étudiant à l'autre. Oui, merci. Une question maintenant il nous reste peut-être la dernière question avant la reprise, la deuxième partie. Une question donc de Sabrina Nkone-Ekwaga. Peut-on considérer le journal de bord, donc le journal de bord à la fin de chaque module, comme un moyen de favoriser l'autonomie chez les apprenants? Si oui, est-ce adapté au collégial ou pour des étudiants adultes? Caroline, est-ce que tu veux y répondre, comme j'ai répondu à celle précédente qui était assez proche? Oui, comme on le dit, oui, ça fait partie des outils qui peuvent favoriser l'autonomie. Évidemment, ça va, pour être bien réaliste, ça va bien fonctionner avec les étudiants qui vont s'investir dans le journal de bord. Cependant, le fait de le rendre disponible va probablement répondre aux besoins de certains et ceux qui vont y trouver une utilité, même je dirais souvent, ça va devenir presque une révolution pour eux, cette idée de commencer à réfléchir sur leur apprentissage, de se poser des questions et ça va venir modifier leur parcours par la suite. Donc, effectivement, on peut le rendre disponible, on peut le proposer à l'étudiant, mais c'est clair qu'il y a des étudiants aussi qui ne se sentiront pas rejoints par cet élément-là et qui vont le faire parce qu'il faut le faire, mais ça demeure un bon outil, surtout si on a quelques questions, mais qui sont bien orientées pour aider l'étudiant à développer de l'autonomie. Oui, juste d'ailleurs pour préciser, parce que je pense que je n'ai pas été claire tantôt quand je vous parlais de journal de bord, puis de ce qu'on fait à la TELUC, c'est qu'en fait, on offre souvent un journal de bord qui va faire tout le long du cheminement, puis dans lequel l'étudiant va prendre des notes, et ces notes-là vont l'aider à réaliser les travaux notés 1 et 4, qui sont comme deux parties d'une activité réflexive. Donc comme ça oblige un petit peu ceux qui normalement n'auraient pas fait le journal de bord à essayer quand même de s'y intéresser un petit peu, parce qu'il y a quand même un travail noté qui va avec. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on s'arrête, on reprend la deuxième partie? D'accord. Oui. Il y aurait une recommandation pour Katia de la part de notre admin, peut-être d'essayer de brancher tes écouteurs pendant l'intervention de Caroline, à moins que tu aies à reprendre la parole tout de suite. C'est Caroline qui va intervenir désormais, donc je pense qu'il y aura moins de problèmes. Puis je suis désolée parce que quand on avait fait les tests, ça allait bien. Non, le son est quand même pas si mal. Durant la période de questions, ça a été assez bien, mais tout à l'heure, il y a eu plusieurs petites coupures, donc voilà. D'accord, merci. Alors, à Caroline, et on reprendra les questions par la suite. Parfait. Si j'ai bien partagé, vous avez accès à la vue plein écran du diaporama? Oui. Parfait. Donc, deuxième partie, ce sont davantage orientés sur des pratiques d'accompagnement qui vont vous aider à soutenir vos étudiants tout le long du parcours. Premier élément que je souhaitais aborder, c'est la question du soutien des étudiants dans leur diversité. Ça va rejoindre certaines questions qu'on a reçues tout à l'heure en lien avec mais qu'est-ce qu'on fait avec des étudiants différents? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, première question, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider les étudiants qui éprouvent certaines difficultés dans les cours? Donner à certains plus de temps pour faire leur examen, varier les moyens offerts aux étudiants et leur donner des choix, produire une version adaptée de son cours, rendre accessible l'enregistrement du cours, fournir des accommodements individuels. Jimmy, est-ce que tu peux placer les questions? Je pense qu'on peut... Est-ce que c'est le temps pour mettre les réponses? Oups, sauf que là, moi, je ne les vois pas. D'accord, ça doit être sur le deuxième écran que je n'ai pas. Alors, Caroline, effectivement, ça n'apparaissait pas sur le même écran pour moi non plus tout à l'heure. On a des fois des petites surprises quand on travaille d'habitude qu'avec un seul. Donc, 68% ont mis qu'il s'agit de varier les moyens offerts aux étudiants et de leur donner des choix.
Excellente réponse. En fait, toutes les réponses sont des choix possibles, mais effectivement, lorsqu'on donne la possibilité aux étudiants d'emblée d'avoir certaines variations dans le cours, de faire des choix, d'adapter leurs travaux, ça peut aider à cette question-là de diversité. Lorsqu'on parle de diversité d'étudiants, évidemment, je vous dresse très rapidement le portrait des étudiants en situation de handicap. C'est les dernières données où on voit qu'il y a toute une panoplie de difficultés ou de situations de handicap qui peuvent être éprouvées par les étudiants. Et lorsqu'on parle des handicaps, des situations de handicap dits invisibles, donc les troubles de santé mentale, déficit de l'attention, troubles du spectre d'autisme, ce sont des catégories qui augmentent de plus en plus chez nos étudiants, que ce soit au collégial ou à l'universitaire. On a sondé les étudiants pour voir comment ils se sentaient limités et en 2011, il y avait 5% des étudiants qui considéraient être très limités dans leur apprentissage en raison d'un problème de santé ou une déficience fonctionnelle. Et ça, c'était 2 à 3 fois plus élevé que les situations de handicap déclarées par les étudiants à l'université dans le réseau UQ. Lorsqu'on a fait l'exercice 5 années plus tard, cette proportion-là qui se sentait limitée avait doublé pour atteindre 10%, et c'était encore une fois plus élevé que les situations de handicap déclarées. Donc, on se retrouve probablement avec 10 à 15% d'étudiants à l'intérieur des cours universitaires qui se sentent limités en raison de difficultés. Donc, c'est quand même une bonne proportion et ces étudiants-là se retrouvent à l'intérieur de nos cours. Au niveau collégial, on a un étudiant sur 10 qui va demander des services spéciaux et des accommodements pour pouvoir réussir. Ce sont des chiffres de mémoire qui sont autour de 2018-2019 et c'est une augmentation de près de 1300% sur 10 ans, le nombre d'étudiants qui demandent des services. Cette proportion-là, qui est notre petit triangle vert, ne prend pas en compte les étudiants qui avaient des plans d'intervention au secondaire et qui n'en réclament pas au cégep. On le sait, nos étudiants arrivent au collégial avec la volonté, ils sont maintenant des adultes, ils veulent faire les choses par eux-mêmes, souhaitent moins avoir de services. Donc, on a également ces étudiants-là qui pourraient être fragiles, bien qu'ils ne demandent pas des accommodements. La distance dans tout ça, parce que tout ce que je vous ai présenté, c'est le modèle de base au collégial et à l'universitaire. La distance va pouvoir être naturellement aidante pour certains étudiants. Les étudiants qui sont anxieux au niveau social, par exemple, pour être plus à l'aise dans une situation à distance où ils n'ont pas à interagir directement avec les gens. Nos étudiants qui sont en situation de handicap physique, quelqu'un qui a un problème de mobilité, quelqu'un qui a de la difficulté au niveau de la vision, de l'audition, ce sont des gens qui peuvent être aidés par la distance. Étudiants avec du déficit d'attention, dans des cours où ils ont accès à l'ensemble du matériel de façon autonome et qui ont la possibilité de consulter le matériel au moment qui leur convient et le nombre de fois possible. Ces étudiants-là, souvent, sont aidés par la distance, mais la distance peut également générer d'autres problèmes. On l'a vu tout à l'heure, les situations d'isolement avec notre Wilson seul sur son île déserte, des problèmes de gestion de temps, d'anxiété, des problèmes d'utilisation des technologies. Parce que même si nos étudiants sont habiles avec les technologies, puis ils vont utiliser beaucoup Facebook, Instagram, TikTok, ne sont pas nécessairement habilités à utiliser les technologies dans une perspective d'apprentissage. Donc, ça aussi, ça peut générer d'autres besoins. Le fait de se retrouver à distance pour devoir apprendre. Une façon de faire en sorte de ne pas devoir multiplier les interventions pour les étudiants qui auraient différents besoins, étant donné qu'on voit qu'il y en a une bonne partie, sans compter toutes les différences individuelles, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle la conception universelle de l'apprentissage. C'est une approche où on va penser notre enseignement à l'avance pour donner une plus grande diversification. On le voit dans les 3 petites images. Donc, au lieu de donner la même chose à tout le monde,
ou de donner des accommodements. Donc, le plus petit a plus de petites boîtes pour regarder le match. On conçoit la barrière différemment. Présentement, elle a des trous, ce qui fait que les petits, les moyens, les grands sont capables d'accéder sans devoir demander rien de supplémentaire. Donc, c'est cette idée de mettre en place des éléments dans le cours, de donner la possibilité d'avoir des façons différentes de faire l'évaluation, de donner différents matériels de cours et pas juste de la lecture, par exemple, de donner différentes activités qui vont nous aider à accompagner. Là, vous allez me dire, oui, mais ça, on est vraiment plus dans conception ou dans je conçois mon cours ou je le diffuse. Non, parce qu'en fait, ça va avoir un impact important sur le nombre d'interventions individualisées que vous allez avoir à faire. Si le cours permet, par exemple, pour une évaluation, pas uniquement de faire une dissertation écrite, mais que ça peut être de monter une vidéo, de créer un débat, de faire un podcast, de faire une production différente pour toujours identifier les mêmes objectifs pédagogiques, bien, à ce moment-là, quelqu'un qui a certaines difficultés ou qui a moins de facilité avec tel ou tel élément n'aura pas besoin de dire, bien, madame ou monsieur, moi, j'ai telle difficulté, est-ce que je pourrais faire les choses différemment? Ça va déjà lui être offert, puis ça va diminuer la nécessité de faire de l'individualisé à l'intérieur de votre cours, parce qu'on sait que c'est ce que propose la conception universelle de l'apprentissage, c'est que souvent la variabilité, ce n'est pas la règle. C'est la règle, ce n'est pas l'exception. Vous avez les définitions, je pense que vous pourrez regarder à l'intérieur de la présentation, mais on voit que c'est des principes qui s'appuient sur le design, qui offrent différentes possibilités. En fait, l'idée, par exemple, c'est de dire, bon, mais si on met une rampe, on crée une rampe à la place des escaliers, pour les gens qui sont à mobilité réduite, ben ça peut également soutenir la maman qui a une poussette, ça peut également soutenir le livreur qui a un chariot. Bref, en mettant d'emblée un élément, ben on va aider plein de gens. Par exemple, si on met le sous-titrage dans une vidéo, si on passe nos vidéos dans YouTube où ça va mettre souvent un sous-titrage qui n'est pas à 100% exact, mais qui peut aider, bien oui, ça peut aider les gens qui sont malentendants, mais également les gens qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire, les gens qui ne seraient pas familiers avec la langue, des gens qui ne pourraient pas écouter le cours dans un environnement optimal puis qui ont besoin de pouvoir avoir le support visuel. Bref, ça va aider une diversité d'étudiants, ça va vous permettre de les accompagner mieux et de répondre davantage à leurs besoins. On peut diversifier, là, ici c'est écrit vraiment tout petit, vous avez la référence, mais en fait, ce sont différents types d'actions qui peuvent être faites pour permettre à l'étudiant d'avoir cette variabilité-là qu'on lui proposait. Donc, ça peut être varier les méthodes d'interaction, du synchrone, de l'asynchrone, qui vont permettre à des types différents d'étudiants d'interagir, varier les supports, varier les types d'activités. Donc, en mettant de la variété, en rendant disponible plusieurs éléments, bien, à ce moment-là, on minimise le nombre d'interventions qu'on a à faire de façon spécifique. Deuxième élément que je souhaitais aborder, ce sont la question de la rédaction des communications écrites gagnantes. Katia l'a précisé tout à l'heure, la rétroaction, c'est très important. Il faut pouvoir le faire rapidement auprès des étudiants. Il faut pouvoir le faire également de la bonne façon. Donc, deuxième question, quel aspect est le plus important pour avoir des communications écrites gagnantes? Est-ce que c'est d'écrire clairement et poliment, donner des exemples, bien identifier les erreurs, encourager et féliciter ou poser des questions? Jimmy, je te laisserai présenter les questions. Puis après ça, je vais demander à Katia de lire les réponses quand on va essayer de donner un petit peu de temps. Je pense qu'on peut afficher les réponses, Katia. Oui, donc 39% répondent encourager et féliciter. 21% écrire clairement et poliment et 19% donner des exemples. Ils sont un petit peu moins nombreux pour les deux autres réponses.
Donc, on a quand même une grande majorité de encourager et féliciter. Effectivement, les gestes de soutien de ce type-là sont importants, mais on va voir les autres éléments. Un peu comme l'élément tout à l'heure de Katia sur l'interaction, c'est une recherche qu'a faite une de mes étudiantes, Christine Serpentier, en 2015, qui a réfléchi à la façon d'appliquer les principes de l'enseignement explicite dans les communications écrites aux étudiants. Pour ce faire, elle a regardé les échanges qu'elle avait eus avec ses tuteurs au premier et deuxième cycle et les a classés, ceux dont elle gardait un excellent souvenir, ceux pour lesquels ça avait moins bien été et ceux pour lesquels c'était neutre. Elle a conservé ceux dont elle gardait un très bon souvenir et ceux pour qui ça avait été moins positif, disons, et elle a évalué les éléments d'écriture qu'ils ont mis dans leur échange courriel pour voir si c'est les tuteurs finalement pour lesquels elle avait un très bon souvenir puis pour lesquels elle avait l'impression qu'ils l'avaient bien aidé au niveau de l'apprentissage. Est-ce qu'ils écrivaient de façon à respecter les principes de l'enseignement explicite? Ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que majoritairement, ceux dont elle avait un bon souvenir utilisaient majoritairement ce qu'on va voir tout à l'heure comme étant les gestes qui sont positifs et étaient très peu présents, voire même absents dans les contre-exemples. Donc, utilisaient beaucoup ce qui est recommandé, ce qui est aidant pour l'apprentissage et utilisaient très peu, voire pas du tout, ce qui était considéré comme des contre-exemples, alors que les gens ou les tuteurs qui lui avaient laissé un mauvais souvenir, finalement, étaient présents, utilisaient quand même certaines bonnes stratégies. C'était pas tout noir, mais étaient très majoritaires, voire exclusifs dans les contre-exemples. D'où l'importance, oui, de poser les bons gestes, mais également d'éviter de poser les gestes qui sont en contre-exemple. Et quels sont-ils, ces gestes-là d'écriture? Tout d'abord, au niveau du langage général, si on l'a abordé tout à l'heure, le fait d'être poli. Donc, utiliser les marques de salutation d'usage, même si on est pressé, un bonjour, utilisation du vouvoiement, le fait d'avoir un message personnalisé. Puis on sait qu'en accompagnement, des fois, on va utiliser des banques de messages. Ça vaut quand même la peine de les personnaliser un peu puis d'ajouter des éléments où l'étudiant va se sentir interpellé par son nom. Un message qui est adéquat, qui répond à ce qui était attendu. Je pose une question, mais je m'attends à avoir une réponse sur tel aspect. Un message qui est clair, qui respecte une trame logique. Donc ça, c'était des façons d'écrire une rétroaction ou d'écrire un courriel qui étaient jugées positives puis qui avaient un impact sur l'apprentissage. À l'opposé, pas de marque de salutation, usage du tutoiement. Étudiants concernés, non ciblés, messages génériques où on a l'impression qu'on a un copier-coller, là, mais qu'il n'y a rien qui est adapté. Utiliser des métaphores inappropriées, ne pas répondre explicitement, répondre dans un bloc ou avoir les propos non développés. C'était des éléments qui étaient plutôt des contre-exemples, là, qui n'aidaient pas à l'apprentissage. Cette grande catégorie-là était pas très discriminante pour savoir qui avait été plus ou moins apprécié, mais on se rendait compte quand même que les éléments qui sont présentés en vert, là, ce sont des éléments qui sont positifs. Un des deux éléments qui avait le plus d'impact, c'est tout le langage, l'écriture liée à l'apprentissage. Rappeler les objectifs du cours ou du travail, rappeler les éléments clés d'apprentissage, rappeler les connaissances nécessaires à l'élaboration d'une tâche, rappeler le quoi et le comment faire, fournir des exemples et des contre-exemples. Lorsqu'il y avait ça dans des messages en réponse à une question ou dans des interactions écrites, c'était positif pour aider l'apprentissage. Élément qui était qui avait un énorme impact négatif, c'est de renvoyer uniquement à la lecture des documents du cours. Donc, c'est un classique. L'étudiant demande une question. On sait qu'on en a parlé dans le cours. Regarde, va voir au chapitre X, point barre. C'était pas très aidant pour être lié à l'apprentissage. Ça peut être utilisé, mais
en complément avec d'autres éléments qui vont aider, ou le professeur ou la personne qui va soutenir va aider à rappeler les éléments clés de l'apprentissage, les objectifs, tout ça. Ou certains messages, justement, ne proposaient aucune piste d'aide à l'apprentissage. Parce qu'évidemment, on a des étudiants, certains étudiants ne vont pas lire, mais il y en a qui vont avoir lu et qui n'auront pas compris. Donc, lui rappeler uniquement la page, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être aidant pour bien l'accompagner puis bien le soutenir. Donc, ces éléments-là, à l'intérieur d'un message écrit, ce sont des éléments qui vont aider à soutenir puis à bien accompagner l'étudiant lorsqu'on est en interaction avec lui. Pour ce qui est du langage qui est lié à la rétroaction, donc lorsqu'on on est vraiment au niveau du soutien spécifique, attester que le problème évoqué a été compris, utiliser la forme affirmative, les verbes au conditionnel, au présent de l'indicatif, encourager les efforts, féliciter pour le travail fourni, la réussite, axer principalement sur les réponses correctes. Ce sont des gestes qui vont venir soutenir l'apprentissage et qui vont aider l'étudiant. En contrepartie, ne pas reformuler le problème de l'étudiant, utiliser la forme négative, les verbes à l'impératif, tout ça, ne pas souligner les efforts fournis, ne pas féliciter et surtout axer principalement sur les erreurs commises sont des gestes à ne pas poser, ou en tout cas à poser le moins possible. Évidemment, lorsqu'on est en interaction ou en rétroaction écrite et qu'on va regarder un travail, une proposition, une question, on a tendance à identifier les éléments qui seraient améliorés, les éléments qui seraient à travailler. Et des fois, comme personne qui va soutenir, on va moins regarder ce qui est positif. Sauf que dans cet échange-là, on parlait au début de proximité, de créer des liens. C'est important aussi d'avoir une certaine balance. Ce qui peut être fait, puis qui est très utile, c'est qu'on commence par les éléments qui nous sautent aux yeux, donc souvent les erreurs commises, qu'est-ce qu'il faut améliorer, puis tout ça. Et par la suite, on peut ajouter de l'emballage ou du crémage, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire des éléments où on va venir ajouter des éléments d'encouragement, de félicitations, valider aussi le temps des verbes lorsqu'on fait une proposition. Donc, dire « fais ci, fais ci, fais ça », à ce moment-là, tel élément serait possible. On essaie vraiment de travailler notre message pour qu'il soit soutenant et qu'il permette à l'étudiant de se dépasser et non pas de se bloquer et de dire « bon, j'ai pas de soutien de la part de cette personne-là ». Ce langage-là, lié à la rétroaction, était le plus discriminant là, pour le soutien à l'apprentissage, ce qui va en conformité avec ce qu'on sait sur l'importance de l'encadrement. Procédure de questionnement, donc reformuler la pensée de l'étudiant, demander ce qu'il a compris, inviter l'étudiant à lui indiquer si la réponse fournie est claire, lui indiquer sa progression versus ne pas poser de questions. Ça, c'était moins dans les usages, je dirais, des personnes qui encadraient, mais de façon indistincte. Donc, on sait que c'est une bonne façon d'agir que de poser des questions et pas juste amener des réponses lorsqu'on est en interaction de soutien. Cependant, c'est des choses qu'on voyait à la fois chez les tuteurs positifs puis les tuteurs qui avaient laissé un sentiment plus négatif. C'était plus ou moins utilisé. Donc, ça peut être un élément aussi d'essayer de voir dans nos échanges à retourner une question, donc ouvrir le dialogue finalement avec l'étudiant. Troisième petit élément, c'est l'accompagnement collectif. Je l'ai nommé un petit peu tout à l'heure, mais je vous propose quel est le moment le plus important pour accompagner les étudiants dans leur parcours. Lors de la rentrée, avant un examen, tout au long de leur programme, lorsque ça va mal, lorsqu'ils le demandent. Jimmy, est-ce qu'on peut afficher la question? Ça nous prendrait la petite musique, là, tu sais. Toum, 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 toum. Il faudrait y penser la prochaine fois. Je pense qu'on peut afficher les réponses, Katia. 89% répondent tout au long de leur programme. Effectivement. C'est facile, celle-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'accompagner nos étudiants
à tout moment. Il y a quand même un moment qui est la question de l'accueil. Katia l'a abordé tout à l'heure un peu lorsqu'on parlait d'activités amorces ou brise-glace, mais surtout pour cette année où on va accueillir des étudiants pour la première fois. Dépendamment des institutions, il y en a qui décident de faire un peu d'enseignement en présence, pas du tout. D'autres vont favoriser les étudiants de première année pour avoir des rencontres en présence, mais bon, il n'y a pas nécessairement de consignes uniformes, puis la réalité de chacun va être différente. Mais s'il est impossible d'accueillir les étudiants en présence, c'est important de faire un accueil avec l'ensemble des services sur ce qui est disponible pour l'étudiant et voir effectivement pas uniquement l'étudiant au niveau cognitif puis de son apprentissage, mais bien dans sa démarche globale à l'intérieur de son programme. Donc, il faut idéalement créer cette activité-là, le faire de façon collective lorsque c'est possible, donc une espèce d'accueil au niveau du programme. Ça va permettre leur permettre de s'engager à l'intérieur de leur programme et de développer un sentiment d'appartenance et faire aussi une économie d'échelle, surtout si on fait une activité qui est collective avec tous les gens du programme, tous les intervenants au niveau de notre institution. Ça pourrait même être fait à l'intérieur de plusieurs programmes, mais ce sera important d'avoir cet élément d'accueil-là, surtout pour les nouveaux étudiants et même pour ceux qui sont déjà avec vous dans votre institution depuis quelques années. Comme ce sont des nouveaux services et des nouvelles modalités de service, l'accueil sera important pour les prochains mois pour leur permettre de bien se situer. La possibilité aussi de faire de l'encadrement programme. On pense souvent, puis c'est tout à fait normal, on a la responsabilité de notre cours, de notre groupe d'étudiants, mais on peut également faire des activités qui se font soit à l'intérieur d'un programme, d'un cours si on a plusieurs groupes, ou par niveau, les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. Avec les collègues, on peut bâtir ensemble des outils de suivi. Quand là, on parle d'économie d'échelle, on n'a peut-être pas besoin de concevoir un modèle d'outils d'aide à la lecture de texte. Chaque prof dans sa classe, là, je pense qu'on peut travailler ensemble, travailler avec les services pour bâtir certains outils. Ça va nous permettre de se partager la tâche. Ça va permettre aussi à l'étudiant d'avoir des outils qui sont stables d'un cours à l'autre, au lieu de devoir refaire toujours la même chose. Au niveau de l'encadrement programme, pensez au formel et à l'informel. J'entendais plusieurs profs, compte tenu de la situation qui prévaut la pandémie. Moi, ce qui me manque, c'est quand les étudiants venaient dans le cadre de porte, après le cours, lorsque j'en croisais un, lorsqu'on faisait telle activité. À la fin de l'examen, des fois, on sortait manger un petit quelque chose ensemble. Donc, ces éléments informels-là, vous pouvez les mettre à l'intérieur de formation à distance, puis vous pouvez les faire aussi avec plusieurs dans une perspective programme. Donc, il peut y avoir différentes formes et on peut justement se partager le travail. Donc, même si le fait de passer à distance demande énormément de temps, d'énergie, de penser de façon collective va nous permettre d'enrichir ce que l'étudiant va avoir à vivre, puis va nous permettre aussi de se partager la tâche, surtout pour les choses qui sont semblables. Finalement, pour le soutien aux stratégies d'apprentissage, on a parlé d'apprendre à apprendre. On a dit, oui, les étudiants, des fois, n'ont pas des bonnes stratégies de prise de notes, de lecture, tout ça. Il y a certaines études qui nous démontrent que ça pourrait être plus efficace d'avoir des bonnes stratégies d'apprentissage que d'avoir des accommodements spécifiques. Donc, même les étudiants qui ont de la difficulté, lorsqu'on leur montre à avoir des bonnes stratégies de lecture, de prise de notes, de synthèse, ça a un meilleur impact sur leur réussite que d'avoir tel ou tel accommodement. Donc, c'est quelque chose de gagnant pour les étudiants. Ça peut être fait, comme je le disais tout à l'heure, en collaboration avec les services aux étudiants dans toutes les institutions, puis sinon, des fois, dans des regroupements d'institutions, entre autres au collégial. Il y a le centre de services, je pense qu'il y en a un pour l'Est puis un pour l'Ouest, qui développe des ateliers, des outils pour les services aux étudiants. N'hésitez pas à aller cogner à leur porte pour voir est-ce qu'ils ont ce type de ressources-là. Ça peut être des cours formels, des ateliers, des fiches techniques intégrées à l'intérieur de votre cours, un système d'aide
pour des étudiants spécifiques et les thématiques peuvent être variées. Donc, gestion du temps, du stress, concentration, motivation, lecture efficace, synthèse, conciliation, travail-famille, habileté de rédaction. Ce sont des stratégies d'apprentissage qui sont gagnantes, peu importe le contexte, mais tout spécifiquement dans un contexte de formation à distance. Donc, c'est important de pouvoir les soutenir, mais vous n'avez pas à apporter ça tout seul à l'intérieur de votre cours. Ça peut être fait de façon collective, ça peut être fait en collaboration avec les services, puis on peut aider à ce moment-là les étudiants à être plus disponibles lorsqu'ils ont à faire notre cours. Donc, on voit à la TELUC, par exemple, on a un cours spécifique de notre côté qui est réussir ses études universitaires à distance. On a des conseillers pour les étudiants en situation de handicap qui donnent des conseils de façon au téléphone, puis tout ça, en rencontre avec des étudiants pour les aider à développer des stratégies. On est en train de développer certains outils pour aider l'étudiant au bon moment à l'intérieur de son parcours. Et ça peut être toute autre forme possible, mais l'idée, c'est d'exploiter la richesse de l'institution pour soutenir l'étudiant parce que ces stratégies-là vont l'aider. On parlait tout à l'heure comment on fait pour l'aider à être le plus autonome, mais vont l'aider à avoir de bonnes habitudes qui vont l'aider à être autonome puis d'avoir moins besoin d'une intervention ciblée de la part de l'enseignant. Période de questions? C'est bon. Alors, nous avons une quinzaine de minutes pour le moment, une dizaine de questions. Alors, on a un petit peu de temps. La première question, évidemment, on va peut-être revenir en arrière, là, un peu, des questions qui vont porter sur la première partie. Première question de Ouda Akmoun. N'est-ce pas là une contradiction de vouloir développer l'autonomie de l'apprenant d'une part et de considérer l'interaction enseignant-apprenant comme la plus importante de d'autre part? Il me semble que dans le cadre de l'affaire, l'interaction apprenant-enseignant est la plus importante, notamment si on cherche à favoriser l'autonomie. J'ai peut-être du mal à comprendre la question, mais il me semble que ce n'est pas un paradoxe parce que l'accompagnement est justement nécessaire au développement de l'autonomie. On accompagne beaucoup, peut-être qu'on accompagne beaucoup à un moment donné pour accompagner moins par la suite, mais dans le cadre actuel où beaucoup d'étudiants ne sont pas habitués à la formation à distance, il est nécessaire de les accompagner pour qu'ils soient capables par la suite de cheminer davantage seuls à distance. C'est peut-être cette notion-là de temps qu'il faut prendre en compte et qui est vraiment importante. Merci. Une question de Sabrina Nkoni-Kouaga. Je pense que c'est une deuxième question. Peut-on imputer à un enseignant en contexte de faire de l'échec d'un étudiant parce qu'il n'aurait pas su répondre aux attentes d'un élève sur un plan particulier? Par exemple, si l'enseignant occulte le côté socio-affectif ou méthodologique, quels sont les moyens? Il y a d'autres sous-questions. Quels sont les moyens dont disposent les élèves pour demander une aide en particulier si l'enseignant n'est pas réceptif? Merci, Caroline. Ben, en fait, est-ce qu'on peut imputer à un enseignant l'échec d'un étudiant qui n'aurait pas su répondre aux attentes, que ce soit en FAD ou pas en FAD? Je pense que la question peut se poser, mais en même temps, la réponse est multiple. On sait que la réussite en apprentissage, là, c'est pas uniquement dû à l'enseignant, il y a quand même plusieurs facteurs. Cependant, lorsqu'on se questionne sur les moyens dont disposent les élèves pour demander une aide en particulier si l'enseignant n'est pas réceptif, en tout cas, en contexte québécois, il y a l'obligation de service pour les étudiants qui sont en situation de handicap et qui ont des besoins particuliers. Et souvent, l'institution va disposer d'un accueil spécial pour ces étudiants-là et va convenir avec l'étudiant en collaboration avec les enseignants de ce qui est possible de faire. Donc, au niveau québécois, il y a vraiment une obligation de service qui est nécessaire, mais c'est clair qu'il va falloir travailler en collaboration avec l'enseignant pour l'aider à cheminer. Effectivement, si l'enseignant n'est pas réceptif, pour pouvoir soutenir l'étudiant. Là. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression, différentes réponses possibles dépendamment du contexte. Merci. Maintenant, la question de Mme Chesak du Brésil, je crois. Peut-on dire que l'enseignant est plutôt responsable pour la qualité des interactions? Faut-il apprendre à favoriser les interactions? Et est-ce qu'on peut gérer l'action des enseignants de façon collaborative, c'est-à-dire favoriser le dialogue entre les enseignants?
Oui, mais oui, c'est très important. C'est un peu cette idée d'encadrement programme dont parlait Caroline, l'idée de faire en sorte que les enseignants travaillent à une vision globale avec des activités qui soient peut-être différentes et qui permettent le cheminement des étudiants. L'interaction, évidemment, est peut-être favorisée aussi envers les étudiants. On en a des fois qui sont plus timides que d'autres. Donc, l'idée va être de leur tendre des perches, de favoriser le fait qu'ils posent eux-mêmes des questions, essayer de trouver des moyens de les stimuler qui peuvent être différés selon les étudiants. Mais tout ça, ça s'apprend et à générer toutes ces interactions, c'est un réel travail. Ça peut sembler très simple de dire, ah oui, il faut des interactions. Oui, mais en réalité, on sait tous en tant qu'enseignants que c'est beaucoup de travail et que ça demande justement cette écoute et cette compréhension de qui sont nos étudiants, qu'est-ce qui fonctionne avec eux. Et ça peut vraiment varier. De la même manière, j'en profite aussi pour répondre à quelque chose que j'ai vu passer sur le chat concernant le tutoiement dans les dernières diapos présentées par Caroline. Il s'agit d'une étude particulière faite par une étudiante ici. Donc, il est évident que selon les cultures et selon l'âge, le tutoiement peut être tout à fait de mise. On ne dit pas il ne faut pas tutoyer, il faut à tout prix vous voyez. Mais chez cette étudiante-là, qui est une étudiante universitaire à la TELUC, pour elle, les messages avec un vouvoiement étaient mieux que ceux avec un tutoiement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut à tout prix vous voyez des enfants, etc. Là, c'est juste pour répondre à cet aspect du chat en même temps, puisqu'on est dans l'ordre de l'interaction. Peut-être que je compléterais sur l'élément de tutoiement, du vouvoiement. C'est sûr que ça va dépendre aussi du type d'étudiants que vous avez. À la TELUC, on a des étudiants qui sont très hétérogènes, qui viennent de parcours différents. Donc, le vouvoiement permet de se placer dans une zone plus sécure que le tutoiement, puisqu'il y a effectivement des étudiants d'origine variée, d'horizons, d'âges divers qui vont des fois être mal à l'aise lorsqu'il y a un tutoiement, surtout lorsqu'il n'y a pas eu de premier contact. Là. Mais ce qu'elle indiquait aussi dans la recherche, c'est qu'elle avait vu les deux, mais que dans son cas, effectivement, il y avait une préférence de ce côté. Merci. Une question maintenant de Jean-François Bastien. Comment susciter la participation des étudiants dans les forums? La session dernière, c'est le cas aussi pour les collègues avec qui j'ai communiqué. À part nous, les enseignants, peu d'étudiants étaient présents, participaient ou répondaient aux questions sur le forum. C'est une bonne vieille question, ça. Oui, c'est très fréquent et on a déjà fait des études là-dessus, des recensions de revues de la littérature pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas dans les interactions. Et malheureusement, souvent, les forums sont proposés dans des formations à distance avec plein de bonnes intentions. On se dit, ça va favoriser la présence, les interactions, le sentiment de communauté, etc. Et souvent, ça fait comme un soufflet, ça tombe très vite, malheureusement. Est-ce qu'il y a des raisons? Oui. Et est-ce qu'il y a des façons d'éviter ça? Oui. C'est cette idée dont on parlait tout à l'heure d'activités stimulantes. Certains vont aussi parler d'activités authentiques, c'est-à-dire que si on lit le forum avec une activité qui implique réellement des échanges sur ce forum, il va y en avoir. Mais si c'est juste on vous met un forum parce que ça va vous permettre de discuter entre vous, malheureusement, souvent, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des étudiants qui vont être en difficulté, mais qui pour autant ne vont pas communiquer sur le forum. Les études montrent toutes qu'il y a généralement un petit noyau, c'est-à-dire un tout petit groupe d'étudiants qui, eux, vont communiquer. Puis, c'est généralement des étudiants qui sont très investis, etc., puis qui, de toute façon, fonctionnent bien. Donc, leurs échanges vont parfois être utiles à d'autres qui ne vont pas oser écrire, mais qui vont les lire. Mais c'est assez limité. Donc, si on veut vraiment avoir un forum et avoir des discussions dessus, il faut vraiment que ce soit lié à une activité pour laquelle ils doivent passer par ce forum afin de la réaliser. Sinon, c'est effectivement très, très peu utilisé, malheureusement. Merci. La prochaine, en fait, c'est un long commentaire avec une question à la fin, mais je pense que ça vaut la peine, c'est intéressant. Monsieur Éric Riendo-Fontaine qui nous dit, c'est moi une question, mais pour commenter les interactions, ce qui a beaucoup surpris mes étudiants de collégial la session dernière, c'était d'avoir à écouter des vidéos entre 15 et 45 minutes tout en prenant des notes. Leurs attentes relèvent beaucoup plus de TikTok ou encore des influenceurs sur Instagram et Facebook. Il me semble alors important de rappeler que d'étudier n'équivaut pas à se divertir, même si l'on s'assure de rendre le tout stimulant et même ludique. Et ce, même si le canal demeure le même ordinateur. Il faut alors proposer une forme de rituel afin d'assister à un cours, c'est-à-dire réduire les sources de distraction, toujours avoir son cahier de notes, prendre le temps de se faire un résumé de ce que l'on convient de voir ou d'écouter, etc. Qu'en pensez-vous? Ça me semble de très bons conseils.
pense que ce sont de bons conseils. Ce qu'on pourrait aussi conseiller, c'est peut-être qu'au lieu d'avoir une vidéo de 30 à 40 minutes, essayer de découper ça en fragments peut-être de 10 minutes, puis toutes les 10 minutes qu'ils aient une petite activité qui va avec ou à répondre, est-ce que vous avez compris telle chose, etc., pour éviter qu'il y ait un petit peu ce sentiment de je me mets derrière l'écran puis j'écoute comme si c'était un film tranquillement. Essayer de stimuler toujours l'activité des étudiants. Je ne sais pas si Caroline aurait d'autres suggestions. En fait, je trouvais les suggestions à la fin de la question très pertinentes. C'est toute la question, encore une fois, des stratégies d'apprentissage. C'est pas parce que tu sais utiliser un ordinateur pour te divertir que tu sais utiliser un ordinateur pour apprendre. Donc, effectivement, l'importance de rappeler, même si ça semble évident, même si tout le monde a un cellulaire, même si tout le monde, ou presque, a un ordi, puis tout le monde a écouté des vidéos, que c'est une situation d'apprentissage, puis de fournir des outils, des feuilles de notes, des petits outils méthodologiques, là, c'est toujours un plus, je pense, de leur rappeler puis d'apprendre à bien étudier à distance. Là. C'est souvent ce qu'on voit aussi chez les étudiants qui eux, choisissent la distance. Là. Ils doivent aussi se développer ce rituel-là. Au début, ils étudient n'importe où. Après ça, à un moment donné, ils se trouvent un espace parce que là, ils se rendent compte que ça prend moins de distracteurs, qu'il faut quand même être assez calme, il faut pouvoir prendre des notes. Donc, effectivement, c'est important de le faire, même avec nos jeunes qui sont très technologiques, qui arrivent du secondaire. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils ont ces stratégies-là. Merci. On s'en va maintenant dans un autre type de question. Céline Abdou-Diaye qui demande quel type d'interaction favorisée dans un contexte où le numérique n'est pas développé. On ne sait pas de quel pays vient monsieur ou madame Diaye. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas le contexte. Est-ce que ça veut dire dans un contexte en présence? Est-ce que ça veut dire dans un contexte où il n'y a pas de numérique mais où les cours à distance se font par correspondance? Pour moi, c'est pas très clair. C'est sûr qu'on peut avoir des interactions par téléphone aussi. Ça, en général, dans tous les pays, le téléphone, même le téléphone portable, est très présent. Donc, on peut faire des choses par téléphone. On peut également avoir beaucoup d'applications sur les téléphones, si besoin, les téléphones modernes. Mais il n'y a pas beaucoup de précision. Sinon, avec une bande passante faible, il y a quand même possibilité d'avoir pas mal d'interactions aussi. Alors, peut-être apporter des précisions s'il y a lieu. Alors, on va passer à l'autre question en attendant. Donc, la question était découpée en deux, mais comment réduire la gêne des élèves, pas les gènes, on n'est pas génétique. Comment réduire la gêne des élèves dans les forums? Doit-on monitorer les échanges dans les forums? Oui, il s'agit de monitorer les forums, c'est évident pour que ça fonctionne. Toujours faire attention parce qu'il y a des fois des messages qui ne conviennent pas, qu'il convient de supprimer. Également, s'assurer qu'il y a toujours un respect. C'est un petit peu tout ce que présentait Caroline tout à l'heure, les règles de politesse, etc. Il y a certaines façons de s'exprimer. On peut encourager à ce qu'il y ait quand même un certain niveau de langue, même si c'est un forum. On commence peut-être pas à parler en langage SMS si on est dans un cadre d'études. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il convient de vérifier, puis d'orienter. Là, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, de dire aux étudiants, bien voilà, ça c'est la démarche à suivre. Et puis, je suis encore là, toujours derrière, à vérifier, à contrôler, à voir la nature des échanges. Caroline, veux-tu préciser? Je pense que tu as quand même amené beaucoup d'éléments positifs, mais effectivement, être présent, produire une étiquette aussi peut être une façon d'aider à monitorer les échanges. Puis, comme le disait Katia tout à l'heure pour une autre question, le fait d'avoir une activité qui est signifiante à l'intérieur, qui utilise le forum, ça va faire en sorte aussi que ça peut inciter des gens à participer si c'est intégré à l'intérieur d'une activité et non pas juste voici le forum, utilisez-le. C'est clair que ça va avoir un impact et ça aussi, ça peut aider des élèves qui seraient moins enclins à l'utiliser spontanément de venir faire l'activité sur le forum. La seule chose aussi qu'on peut rappeler, mais ça, je pense que vous leur dites déjà dans vos cours en présence, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaises questions, si ce n'est celles qu'on garde pour soi. C'est toujours important de rappeler ça aux étudiants et de leur rappeler également qu'on ne se moque pas d'éventuelles questions ou ignorances des autres parce que personne ne sait tout.
Alors, il y a Sering Naboudia qui a précisé qu'elle était du Sénégal pour la question précédente et que parfois, là, ils ont un problème de réseau. Donc, c'est probablement un problème un contexte de faible bande passante. D'accord. Dans ce cadre-là, c'est sûr que tout ce qui est visioconférence va être plus difficile. Donc, peut-être proposer davantage des communications asynchrones, que ce soit par les forums avec des activités adaptées, que ce soit par le courriel, par des listes de diffusion ou des choses comme ça. L'interaction risque de se faire davantage dans ce cadre-là. Et puis, sinon, lorsqu'il y a éventuellement la possibilité de faire des visioconférences, ça sera sans doute de demander à ce que peu d'entre eux allument leur caméra, voire seulement le présentateur ou celui qui pose la question pour permettre quand même de fonctionner. Mais je sais bien que ce n'est pas évident dans ces cadres-là. Encore une couple de questions d'une minute, un petit blitz pour terminer. La motivation et l'autodétermination de l'apprenant sont des éléments essentiels dans son implication. Comment peut-on les favoriser? Je pense que la meilleure façon de les favoriser, c'est de questionner les étudiants puis de leur permettre de répondre eux-mêmes qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les... tout à l'heure, on disait de donner du sens à notre projet. Donc, qu'est-ce qui les amène à suivre ces formations-là, ces cours, puis de trouver justement un certain sens à leur... Donc, c'est vraiment, je pense, dans le dialogue avec l'étudiant et d'accepter ce qui amène comme motivation, même si des fois, ça peut sembler plus de base là, pour l'enseignant. Par ailleurs, je rajouterais que c'est sûr que tout ce qui est l'idée de trouver son propre sens, puis sa propre motivation, comme on appelle intrinsèque, etc., est très, très importante. Parfois aussi, ce qui se passe dans des cours, notamment au niveau du cégep, c'est qu'il peut y avoir des cours que l'étudiant n'a pas choisi, qu'il les fait avec un petit peu ce sentiment d'obligation. Mais il est aussi possible, en tant qu'enseignant, de partager tout cet amour ou cette passion qu'on a pour une discipline, pour un cours en particulier, d'essayer d'allumer un petit peu l'étincelle chez l'étudiant en lui montrant à quel point il y a des choses intéressantes dans ce qu'on lui présente. Et peut-être que ce qu'il ne voyait pas initialement, il va finir par le comprendre. Là, on lui montre pourquoi nous, ça nous passionne. Peut-être que ça va être contagieux. C'est aussi des fois une façon de l'inviter, de chercher cette motivation qui est peut-être pas initialement présente, mais voilà, c'est utile et puis c'est passionnant et puis on découvre plein de choses qu'on n'imagine pas et on peut espérer un effet de contagion. Ça ne marche pas chez tous, mais ça peut fonctionner. C'est un petit peu cet aspect socio-affectif dont on parle également dans le soutien. Là, c'est dire, oui, il y a aussi un petit peu d'affectivité liée à tout ce qu'on apprend, puis ça se communique. Il est 2 heures. Est-ce qu'on s'arrête? Je pense que les rencontres, les 2 webinaires précédents se sont arrêtés à 2 heures. Est-ce qu'on a une limite de temps absolue? On peut prendre une dernière question et puis effectivement, sinon on va s'arrêter. C'est comme mon ordinateur, moi j'ai 12h58, donc j'ai encore 2 minutes. D'accord. Alors, la motivation et l'autodétermination de l'apprenant sont des éléments essentiels dans son implication. Je l'ai dit ça. Le tutoiement, on l'a dit aussi. Vous avez parlé d'un tableau de contrôle pour identifier les différents degrés d'autonomie des étudiants. Est-ce que vous auriez un exemple de tel tableau? Je n'ai pas d'exemple à montrer, mais j'ai des collègues qui utilisent un espèce de tableau Excel où ils vont identifier le nom des étudiants, le moment où il y a eu un contact et quel type de contact il y a eu. Donc, rapidement, ils peuvent voir les étudiants pour lesquels il n'y aurait pas eu de réponse. Par exemple, s'il envoie un message de bienvenue à tout le monde et qu'il y a la moitié des étudiants, ils peuvent identifier ces étudiants-là, faire une relance. Donc, l'idée, c'est d'avoir une espèce de conserver les traces de ce qui a eu comme échange. Et si on a l'impression qu'un étudiant me pose énormément de questions et que les questions semblent être justement davantage au niveau de l'autonomie, on peut attribuer un code de couleur à ces étudiants-là et faire des interventions spécifiques. Donc, moi, c'est le type d'outil qui m'avait été rapporté, qui était plus comme dans un tableau Excel. Alors voilà, on avait dit une question, Katia. Ici, il est 14 heures à mon ordinateur aussi. On vous remercie tous vraiment d'avoir participé à ce webinaire.
Et puis, on espère que cela vous est utile. Évidemment, on ne prétend pas tout savoir. Là, on essaie de vous communiquer ce qu'on peut, ce qu'on sait, d'après nos recherches, d'après nos pratiques. Et puis, vous avez tous vous-même beaucoup de pratiques. N'hésitez pas à échanger entre collègues. Je suis sûre que vous avez des expériences différentes. Vous pouvez également vous entraider. L'idée est là. Et puis, à tous les professeurs de l'Université TELUC qui ont participé à J'enseigne à distance, ont préparé ces webinaires, ont préparé tous les modules de la formation dans cette idée d'entraide, de se dire, bien, on est tous dans une situation de pandémie et puis on va chercher à s'entraider au mieux. Je sais que certains étaient là impatients, j'avais des messages de pourquoi les autres modules sont pas en ligne, mais c'est parce qu'on les a créés vite, le plus vite possible pour essayer de vous fournir des ressources. Tout n'est pas parfait, comme le disait Caroline, les sous-titrages YouTube, on sait que c'est pas parfait, mais on essaye vraiment d'être plutôt dans la solidarité que dans la perfection. L'idée, c'est de s'entraider au maximum et on espère que cela porte ses fruits puis que ça vous permettra de passer à travers ce qu'il reste en termes de passage à distance, de pandémie, de choses pas forcément évidentes, mais qui nous permettront aussi à tous de développer de nouvelles façons d'enseigner, d'apprendre et sans doute d'en sortir bien grandi. Il y a de très beaux, je me permets de lire un très beau commentaire. Il y en a de très beaux. Il y en a un qui est poétique. Le module, non, c'est pas ça. C'est votre formation est vraiment une lumière au milieu de la confusion. Merci. C'est ce qu'on espère. On l'a fait pour ça. C'est vraiment très gentil. Je vois tous les messages de remerciements. Merci à vous. On espère que ça aidera tout le monde. Merci. J'en profite aussi en tant que responsable de la formation pour remercier tous les collègues qui ont participé, qui sont de la TELUC ou d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de collaborateurs. C'est très important, notamment au niveau du primaire, du secondaire, des collègues d'autres collèges, d'universités. Et vous allez également pouvoir profiter très prochainement, on va ajouter ça à notre conclusion du microprogramme accompagné, d'une belle infographie qui a été faite par des collègues d'une autre université qui résume quelque part l'ensemble du microprogramme accompagné. Donc, vous pourrez regarder ça prochainement. Merci également à Jimmy, à Claude qui nous soutiennent dans les webinaires et puis à Caroline qui a fait cette présentation avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir. À bientôt pour d'autres remarques, peut-être par courriel. Nous restons présents.